Bonjour. Merci à vous d'être nombreux à cette conversation. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter, je t'en prie, Marc-André. Oui, alors bon, moi je m'appelle Marc-André Soloche, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle et aussi aux universités de Gdansk en Pologne et de Kunming en Chine. Je travaille sur les interactions entre les champignons du sol et les racines des plantes et la façon dont cette interaction peut être assez souvent coopérative et permettre aux deux organismes en question de survivre, voire même de vivre tout simplement. Et en fait, c'est pas du tout de ça dont on va parler, je pense. Mais c'est quand même quelque chose dont on peut s'inspirer. Par exemple, c'est une interaction en bénéfice réciproque et une coopération. Et il y a pas mal de choses, je pense, qui dans la nature peuvent nous inspirer ou peuvent nous suggérer des chemins d'action. Et pour le reste, je fais partie de ces scientifiques qui pensent que l'information scientifique est une information aussi pertinente que l'information économique ou l'information sociologique ou l'information tout court, qu'elle est une information et qu'il faut la rendre aux citoyens. Et donc, j'ai pondu pas mal de bouquins qui sont en vente dans toutes les bonnes librairies, y compris pas loin. Très bien. Merci Marc-André. Et donc moi, je suis Olivier Schaeffer et je travaille au CEBIOS, qui est le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, bioinspiration, voilà, qui est entre autres en partie une émanation du Muséum national d'histoire naturelle, puisque notre président est Gilles Boeuf, et qui a été longtemps président aussi du Muséum national d'histoire naturelle, que Marc-André connaît très bien par ailleurs. Voilà. Marc-André, on a un sujet très inspirant. Et si le vivant nous montrait la voie? Simplement, je pense que le vivant, comme la biodiversité, c'est devenu un petit peu un mot valise, un mot que les gens emploient un petit peu à tout va, mais sans parfois trop savoir ce qu'on y met vraiment dedans, surtout en tant que scientifique. Et donc, j'aimerais bien avoir ton regard, ton éclairage un petit peu sur ce qu'est le vivant pour toi. Alors, on a vraiment essayé par tous les bouts de définir le vivant. Et c'est peut-être un sujet devenu à la fois banal et inextricable parce que chacun oppose ses contre-exemples. Alors, est vivant ce qui respire, est vivant ce qui se reproduit. Oui, mais un cristal reproduit son organisation quand il grandit. Alors, les cristaux sont-ils vivants? En réalité, quelque part vers 1059, il y a un biologiste qui a proposé une propriété originale des organismes vivants, c'est la capacité d'évoluer. Et moi, je vous proposerais comme simple définition du vivant, c'est ce qui peut évoluer. C'est ce qui est doté de la propriété d'évolution. C'est-à-dire que il existe une diversité à un moment, mais quand elle va se reproduire d'une façon qui n'est pas exactement la copie de ce qu'elle est. Chaque organisme vivant se produit des descendants, mais ils ne sont pas son exact similaire. Nos enfants nous ressemblent, mais ils mélangent quelques gènes venus du père et quelques gènes venus de la mère. Ils sont différents. Souvent, il y a des mutations lors du développement, et donc en particulier, les descendants peuvent être différents par des mutations de leurs parents. Et là-dedans, il y a des choses qui réussissent plus ou moins bien, et plus elles réussissent à survivre et à capter des ressources, plus elles réussissent à faire des descendants, et plus elles transmettent ce qu'elles sont. Moins elles réussissent, moins elles transmettent ce qu'elles sont, et plus elles ont de probabilité de disparaître. Et donc, à tout moment, il y a un générateur de diversité et quelque chose qui sélectionne là-dedans ce qui est le plus adapté. Et donc, à tout moment, le vivant, il change. Parce que ce qui réussit à un moment fera des descendants différents. Et les conditions d'environnement changeant, de toute façon, ce qui survivra de sa descendance n'est pas forcément ce qui lui ressemble le plus. Cette propriété-là, l'évolution, c'est vraiment quelque chose qui sépare le vivant du reste. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais finalement, aujourd'hui, on voit très bien avec l'intelligence artificielle ou un certain nombre de programmes informatiques qui sont capables de se reproduire, mais d'une façon qui n'est pas exactement la même, et ils sont capables d'évoluer. Il en va de même, d'ailleurs, de la culture. La culture des sociétés, c'est quelque chose qui se reproduit. Il y a des écoles pour ça, mais les enseignants savent très bien que ce qu'ils transmettent à leurs élèves n'est pas exactement ce qu'ils ont dans la tête. Et de tout ce qu'auront plus ou moins qu'un quart retenu leurs élèves, ce qui marchera le mieux, réussira le mieux et sera le plus propagé à la génération suivante, propagé d'une façon inexacte. Et cette idée que donc il y a une reproduction de l'information
qui n'est pas tout à fait identique et qui laisse de la diversité apparaître dans laquelle une sélection s'opère, c'est aussi ce qui se passe dans l'évolution culturelle. Bah oui, pour moi, la culture, c'est vivant. D'ailleurs, trouvez-moi une culture, même chez des poissons ou chez des corbeaux, trouvez-moi une culture qui existe sans un support vivant. Le poisson, le corbeau ou l'homme. Bon, c'est peut-être une définition un peu large, hein, puisqu'elle englobe l'évolution culturelle et l'évolution aussi d'un certain nombre de créations informatiques de l'humanité, mais voilà. Pour moi, est vivant ce qui évolue. Oui, merci pour cet éclairage. Alors, tu fais le lien. Je ne sais pas si c'est ce que t'en penses toi, d'ailleurs, parce que j'en suis très proche. Et on verra peut-être, on abordera peut-être le sujet tout à l'heure, effectivement. Tu as mentionné aussi le lien avec l'évolution des sociétés culturelles. Donc, les sociétés culturelles sont vivantes. Et donc, moi, ça me questionne un peu sur la place de l'homme. C'est vrai que dans nos sociétés modernes, européennes, artificialisées, voire digitalisées maintenant, on a tendance un peu à se penser en dehors de la nature. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, finalement, l'homme est parfaitement... est une partie intégrante, en fait, de la nature, quoi. Oui, en quoi, avec cette définition du vivant, on peut finalement voir l'homme comme vivant, et donc dans la nature, et finalement comment cette définition est parfaitement raccordée à une vision descolienne ou latourienne de l'homme et des sociétés comme étant dans la nature, étant une facette de la nature. Bah, c'est très simple, nous évoluons. Et nous évoluons de deux façons et demie. La première façon, c'est biologiquement. Il ne vous échappe pas que l'humanité, chaque fois qu'elle a migré vers les pôles, à partir de l'équateur, elle a blanchi. Sa peau a pâli. Alors que quand vous allez vers l'équateur, les peaux sont plutôt foncées, dorées, à noir. C'est vrai que sous l'équateur, il y a tellement d'ultraviolets qui arrivent que si on n'a pas un écran anti-UV, ce qu'est la mélanine, ce qu'est la peau brune, eh bien on attrape des cancers de la peau. Par contre, chaque fois que l'humanité est montée en latitude, là, il y a beaucoup moins d'UV. Il y en a tellement moins qu'en fait, il n'y en a même pas assez pour que dans la peau, quelques UV pénètrent et permettent la synthèse de vitamine D, une vitamine très importante pour la fabrication des os en particulier. Et donc, ça a sélectionné les individus les plus pâles qui étaient quand même susceptibles de fabriquer de la vitamine D parce que chez eux, la lumière pénètre dans la peau. Et sans trop de risque de cancer parce que là, l'intensité lumineuse n'est pas si élevée que ça. Bilan, les anglo-saxons qui vivent avec des chapeaux et des crèmes solaires en Australie ont 3 fois plus de chances que les aborigènes d'avoir des cancers de la peau. Et bilan, les Afro-Américains qui vivent avec une peau noire en Amérique, eh bien, ils ont des déficits en vitamine D d'un facteur 2 à 4 selon les individus qui demandent des prises régulières de vitamine D. Alors vous observez que donc on est le produit d'une évolution biologique. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on est aussi le produit d'une évolution culturelle. Après tout, les gens qui sont pâles, qui ont une peau pâle en Australie, ils peuvent mettre des chapeaux et de la crème solaire. Et finalement, ils survivent quand même bien mieux. De même, si vous avez une peau foncée et que vous vivez dans des régions tempérées, vous pouvez très bien prendre de la vitamine D. Il n'y a pas de contre-indication. Mais ça, c'est des aspects de l'évolution culturelle. Nous avons aussi une évolution culturelle. Et d'ailleurs, cette évolution-là s'emballe. Elle va de plus en plus vite. Au point d'ailleurs de mettre en péril la capacité des individus à s'adapter. Si aujourd'hui votre métier c'est traducteur, franchement l'intelligence artificielle va vous mettre à rude épreuve. Et aujourd'hui on vit entouré d'ailleurs de molécules, on en a créé plus de 350 000 par notre industrie chimique. On en a créé et utilisé plus de 350 000, dont beaucoup d'entre elles ne sont pas très très bonnes pour notre santé. Sont cancérigènes ou sont des perturbateurs endocriniens, comme toutes les petites molécules que libèrent, même dans une bouteille d'eau en plastique, comme toutes les petites molécules que libèrent les plastiques dans l'environnement. Et donc en fait, aujourd'hui d'ailleurs, on a un défi qui est de savoir si notre évolution culturelle ne va pas trop vite pour notre évolution biologique. Car, et c'est mon 0,5 là, on a 2 évolutions, une évolution culturelle et une évolution biologique, on en a aussi une autre d'évolution. C'est que notre évolution culturelle commence à être un des moteurs de notre évolution biologique. Par exemple, dans cette salle, la plupart d'entre vous, je ne vais pas vous demander de lever le doigt, mais je pense que la plupart d'entre vous digèrent le lait à l'âge adulte. Vous êtes des animaux dénaturés. Alors si c'est pas le cas, je vois quelqu'un qui fait non au premier rang, ça c'est normal. Chez les mammifères, en général, les adultes ne digèrent pas le lait. Mais nous, comme on avait du lait, qu'au début on fermentait en faisant des fromages, ou qu'on donnait aux enfants, comme on avait du lait de vache, ça a sélectionné parmi nous ceux qui gardent la capacité de digérer le lait à l'âge adulte,
qui sont pratiquement inexistants en Chine, qui sont peut-être 15 à 20% un peu par hasard de la population amérindienne. Vous y êtes? Mais qui étaient chez nos ancêtres, les os de nos ancêtres, qui sont les premiers à avoir eu des poteries où on retrouve des acides gras de lait. Les os de nos ancêtres nous le disent, ils étaient aussi intolérants au lactose, ils ne pouvaient pas consommer de lait à l'âge adulte. Mais comme ils avaient du lait, et qu'il vaut mieux boire le lait tout de suite que de faire du fromage qu'on peut se faire voler entre-temps, quand on fait du fromage, ça détruit le lactose et ça rend le lait assimilable par n'importe qui sous forme de fromage. Eh bien, ça a sélectionné ceux qui étaient capables de digérer le lait. Et voilà, quand on prend les gens qui ont tous leurs ancêtres en France, ou en Europe du moins, au XVe siècle, eh ben, plus de 80% de ces gens-là sont capables de digérer le lait à l'âge adulte, parce que l'évolution culturelle qui a conduit à avoir du lait dans notre environnement nous a conduit à sélectionner biologiquement notre organisme à s'adapter au lait. Je vais vous dire un truc, l'obésité aujourd'hui, ça marche pas très bien, ça réduit la fertilité. Tous les gènes qui vous donnent une propension à développer un surpoids dans une alimentation trop riche sont en train d'être contre-sélectionnés. Et si on continue à manger trop gras, trop sucré pendant plusieurs générations, nul doute qu'à terme, nous serons tous adaptés à ça. Vous voyez que et la sélection et la contre-sélection qui va avec l'évolution culturelle, ce sont des processus actifs. Et quand on a entendu ça, on se dit, bon, bah alors, du coup, ce serait peut-être bien de réguler notre évolution culturelle pour pas mettre certains en défaut d'être adaptés et pas mettre certains en condition d'être condamnés par l'évolution biologique. On voit d'ailleurs, il y a quelques études qui commencent à apparaître sur l'effet de nos outils numériques, et on peut imaginer ce que ça va donner avec l'IA générative sur notre mémoire, par exemple. C'est-à-dire qu'on a tellement de facilité à aller chercher l'information sur nos petits outils que il y a un problème de mémoire qui commence à apparaître aujourd'hui. On ne travaille plus la mémoire comme on le faisait il y a quelques générations. Alors, effectivement, pour en revenir au sujet de notre conversation, et si le vivant nous montrait la voie... Oui, ça c'est une question importante. Oui. Toi, tu dirais qu'il faut s'inspirer du vivant pour quelles raisons? Quelles sont les bonnes raisons de s'inspirer du vivant? Parce que c'est un peu le programme. C'est ça. Mais on va essayer d'y répondre. On n'est pas sûr, mais on va essayer. Est-ce que c'est un bon indicateur? Voilà. Est-ce que c'est c'est une très bonne question en fait, et on va voir. Je pense qu'il y a des déclinaisons aussi éthiques de tout ça qui sont importantes. Nous, ce qui nous motive à Cebios, c'est dans le vivant, c'est ce que dit Janine Benyus, par exemple, quand elle dit le vivant crée sans cesse des conditions toujours plus propices à la vie. C'est-à-dire d'une certaine manière, la dynamique d'évolution dont tu parles, qui peut sélectionner ou contre-sélectionner, on voit bien qu'à travers l'évolution, il y a 4 et quelques milliards d'années, il y avait des bactéries, des virus, etc. Et que petit à petit, on est allé vers 10 millions ou plus d'espèces, quantité d'écosystèmes dans tous les milieux, etc. Et quelque part, il y a une forme de générosité. On est dans le sommet de la bienveillance. Il y a une forme de générosité du vivant à créer des conditions toujours plus propices à la vie. Ça, c'est quand même un principe fondamental dont on s'inspire et dont on peut s'inspirer, puisque finalement, nos sociétés aujourd'hui, elles sont dans une démarche plutôt dégénérative que régénérative. Tu le disais, avec tous ces polluants chimiques qu'on diffuse dans l'environnement, on voit les problèmes des PFAS aujourd'hui, par exemple. Et pour nous, finalement, la vision qu'on porte du biomimétisme, c'est finalement d'arriver à renaturaliser les sociétés humaines. C'est-à-dire, quelque part, les réinscrire dans le vivant que tu décrivais tout à l'heure, même leur volet, et d'autant plus leur volet culturel. Et donc, comment faire le pont entre la science que portent et développent, par exemple, des chercheurs comme toi au Muséum national d'histoire naturelle, et ce qu'on pourrait en apprendre pour l'appliquer dans nos domaines socio-techniques. Alors, ça va depuis l'échelle des matériaux, des bâtiments, mais aussi des organisations, des territoires, etc. Et le principe, ou la démarche, on va dire, du biomimétisme, c'est justement avec l'aide et l'appui, la collaboration des chercheurs dans les sciences du vivant, d'aller au cœur des caractéristiques et des processus de ces entités biologiques, de ces phénomènes biologiques, pour arriver à en extraire les stratégies qui ont été sélectionnées par toutes ces années d'évolution,
et voir comment on peut les transposer dans nos domaines d'application à toutes les échelles. Ça, c'est un peu la promesse, je dirais, du biomimétisme. Et aujourd'hui, on a accompagné comme ça près de 200 projets dans différentes industries, à différentes échelles. Voilà. Alors, ça reste un domaine nouveau, ça reste un domaine quand même exploratoire, même si depuis Léonard de Vinci, on essaye d'imiter des mécaniques du vivant. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui interpelle, qui prend de l'ampleur, face justement à notre modèle plutôt dégénératif. Donc voilà, l'ambition, essayer de se réinscrire finalement un petit peu dans les cycles naturels de la vie sur Terre, hein, pour créer plus de vie et une santé commune sur notre planète. C'est vrai aussi qu'en pensant à des échelles plus intégratives, on parle souvent d'agroécologie. On avait organisé d'ailleurs avec la Fédération Biogé que je préside une soirée d'agroécologie à Bordeaux, là au Théâtre Le Français, c'était en novembre dernier. Et l'agroécologie, c'est ça en fait, hein, c'est trouver son inspiration dans le vivant pour résoudre les problèmes de l'agriculture, qui sont des problèmes de production, des problèmes de protection des cultures, et de trouver des solutions, par exemple, dans des haies qui sont des écrans à la propagation des maladies. Ça, on l'a oublié parce qu'on a arraché les haies à un moment où on avait les pesticides, mais une haie, ça réduit le flux de bioagresseurs de 85%. C'est une solution, c'est un écosystème intercalé entre deux champs qui fait que vous faites un tampon qui empêche les maladies de passer d'un compartiment dans l'autre. Bon, donc l'agroécologie, d'une façon générale, c'est une des façons d'envisager le vivant comme outil. Et moi, je pense qu'une des raisons de s'inspirer du vivant, c'est que jusqu'ici, on s'est surtout focalisé sur des solutions chimiques et technologiques qui ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises, mais qui ont eu des effets négatifs. Et dans ces obstacles que nous avons aujourd'hui à une vie en bonne santé, il y a le fait qu'une partie de ces pesticides, ils sont pas bons pour nous non plus, puisqu'on est vivant aussi. Okay, et donc, si on prend des solutions basées sur la nature, si on va se trouver de l'inspiration dans la nature pour résoudre le problème technique de la propagation des maladies, j'ai proposé les haies, mais on peut aussi proposer des mélanges de semences avec des profils de résistance différentes. On peut aller piocher dans la biodiversité génétique des solutions. Il y a en ce moment des cépages dits les restes durs qui ont été faits par l'INRAE, grâce auxquels vous pouvez arrêter les traitements pesticides. Alors, reste à trouver où est-ce que ces cépages réussiront, mais les restes durs, Artaban, Vidoc, Floréal, Voltis, c'est des cépages qui ont de multiples résistances au mildiou et à Eloidium, qui viennent de lointains croisements avec des vignes américaines, suivis de très nombreux recroisements avec des vignes européennes pour restituer quelque chose qui organoleptiquement est c'est du raisin de qualité. Et avec cette solution, vous n'avez plus besoin de traiter. C'est pas un mythe, hein, allez voir. Sudoé, c'est une étude qui a été commanditée par la région bordelaise sur ces cépages-là. Voilà. Enfin, on n'a plus besoin de traiter contre le mildiou et l'oïdium. On divise par 7 les passages dans la parcelle. Au passage, on n'écrase plus le sol, donc on n'est plus obligé de labourer pour aérer le sol. Voilà. Ça, c'est une solution inspirée par la nature. Parce que les vignes américaines, ça fait très longtemps qu'elles vivent avec le mildiou et l'oïdium. Il vient de là, et notre vigne était un peu naïve et désarçonnée devant. Mais les vignes américaines, au cours du temps, elles ont fini par trouver la solution pour ne plus se faire emmerder par ces trucs-là. Bon, c'est bien ça, non ? Ça veut dire qu'en fait, il y a des solutions basées sur la nature. Ça ne veut pas dire que la nature est bien faite, hein. C'est comme la chimie, c'est comme la technologie, il y a des trucs dont on ne veut pas. D'ailleurs, le mildiou et l'oïdium sont dans la nature. Mais en faisant un bon inventaire, on peut trouver dans la nature des solutions et s'inspirer du vivant. C'est une chose qu'on ne fait pas assez. On est un petit peu finalement en train d'épuiser les solutions technologiques et chimiques sans avoir encore ouvert le grand coffre-fort du vivant. Oui, tout à fait, parce que vous imaginez, parmi 10 millions d'espèces, je crois qu'il y en a 2 millions qui sont véritablement documentés. Il y a 70 millions de spécimens au muséum, au Jardin des Plantes, là, sous le Jardin des Plantes. Et donc, en fait, on en a finalement étudié, documenté, et alors caractérisé une faible partie. Et il y en a peut-être énormément qui disparaissent avant même qu'on puisse les connaître aujourd'hui. Donc, finalement, c'est une espèce de bibliothèque d'Alexandrie qu'il faut essayer de ne pas laisser partir en flammes. Et alors souvent, effectivement, quand pardon, tu voulais intervenir. Oui, justement, tu pourrais peut-être donner des exemples de ce génie du vivant là. J'en citais quelques-uns de l'agroécologie, mais c'est un peu banal et on peut peut-être aller plus loin avec des choses un peu plus extraordinaires, non ? Mais en fait, ça me permet peut-être d'illustrer ça de deux manières, parce que j'aime bien ton exemple d'agroécologie, parce qu'on est finalement dans une propriété du vivant qui est vraiment la systémie finalement, c'est-à-dire que on est dans
comment est-ce que un système complexe, vivant, de par ses interactions, de par le mutualisme, les symbioses, etc., arrive à faire émerger des propriétés vraiment intéressantes. Mais souvent, le biomimétisme, en fait, et le biomimétisme que vous connaissez, j'imagine, vous avez entendu parler certainement de certains exemples, on se concentre sur certaines espèces géniales. Si vous êtes allé à Biomime Expo, qui est un peu le salon annuel du biomimétisme, généralement, la thématique l'année dernière pendant les JO, c'était nature championne. Et donc, nature championne, par exemple, je me suis noté quelques exemples. Voilà, le tardigrade, que tu dois bien connaître comme petit animal des sols, 0,1 à 1 mm de taille, résiste à tout. C'est le petit ourson d'eau, on l'appelle aussi. Il résiste entre moins 272 et plus 150 et quelques degrés, 6000 bars de pression. On l'a même envoyé dans l'espace, dans le vide de l'espace pour voir s'il reviendrait vivant, toujours vivant. Enfin, voilà. Si la 6e extinction de masse, je pense que lui, ça lui fera rien du tout. Il sera toujours là. Et alors, bon. Effectivement, ça interroge. Alors, il se met dans un état de stase que tu pourrais mieux décrire que moi. Dès qu'il est un peu stressé, il réduit son métabolisme et hop, toc. Alors, je ne sais pas si peut-être que la nature, avec tout ce qu'on va éprouver, sélectionnera des humains capables de se mettre en état de stase. Bon, peut-être l'extase, mais la stase, je ne sais pas. Bon, à voir. Vous avez le martinet. Alors, martinet qu'on connaît mieux, martinet noir. 200 km/h en vol. Alors on dit non, généralement c'est le faucon pèlerin qui va le plus vite. Non, le faucon pèlerin, il le bat, mais en piqué. Le martinet noir, c'est en vol qui vole à 200 km/h. Il est capable de voler 10 mois sans s'arrêter. Il vole, il peut dormir, voilà, il dort en volant 1500, 2000 mètres. Il peut monter jusqu'à 2500 mètres. Tout ça parce qu'il a une morphologie parfaitement adaptée au vol continu. Voilà, l'air est son milieu, comme nous, on marche sur le sol. Et puis vous avez aussi, moi, un exemple que j'adore, puisque j'aime bien, je m'intéresse beaucoup aussi à l'architecture bio-inspirée, qui est Euplectella aspergillum, qui est cette éponge des mers, qui fabrique un exosquelette en silice, donc en verre finalement, verre que nous, on fabrique à 1700 degrés. Là, Euplectella aspergillum, elle fabrique son exosquelette à température et pression ambiante. Voilà. Et il se trouve que la géométrie même de cet exosquelette, si on devait le reproduire à l'échelle humaine, est la structure géométrique qui est la plus résistante en fait en termes de pression, flexion, torsion. Alors vous avez Foster et Partners qui à Londres ont essayé palement d'imiter ça avec le gherkin, le cornichon, la tour en forme de cornichon, voilà, mais qui a un exosquelette qui reproduit une des formes géométriques. Ils sont pas allés dans la complexité, mais voilà, ça démontre que même sur un plan architectural, avec certains changements d'échelle, on peut avoir des applications. Et puis côté application de ces phénomènes du vivant, de ces champions du vivant. Vous connaissez tous, j'imagine, voilà, on parle tout le temps du Shinkansen, le TGV japonais, dont le nez imite le bec du martin pêcheur. Pourquoi ? Parce que le martin pêcheur, quand la nature, finalement, l'évolution a sélectionné une forme aérodynamique qui lui permet d'aller choper sa proie sous l'eau au moment où il pénètre dans l'eau sans quasiment aucune onde de choc. Voilà. Et alors, le Shinkansen, du coup, au Japon, vous avez des tunnels en permanence. Pour un train à grande vitesse, rentrer dans un tunnel, généralement, ça vous bouge direct les oreilles. Pour éviter ces effets de compression, ils ont imité cette forme aérodynamique. Vous avez plein d'exemples comme ça, d'hydroliennes inspirées du phénomène ondulatoire dans le vivant, dans le marin. Donc, Hill Energy, qui s'est inspiré des raies manta pour faire des hydroliennes qui sont beaucoup plus sensibles au courant que les rotors. Voilà, vous avez aussi les éoliennes, alors dans le même sens, qui ont reproduit, vous en voyez maintenant, si vous faites très attention au niveau des parcs d'éoliennes, elles sont pas toutes équipées de ça, mais le bord antérieur des ailes de grandes éoliennes ont une forme bosselée. Et en fait, ça provient, c'est inspiré des bords antérieurs, des nageoires pectorales, des baleines à bosse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec cette forme ondulée sur le bord d'attaque de l'aile de l'éolienne, on réduisait énormément les perturbations et du coup le bruit. Mais on arrive à produire de 20 à 30% d'énergie en plus. Donc alors on sait que les éoliennes géantes font un bruit pas possible et que c'est une vraie gêne pour le voisinage.
Bon, voilà, on a des déclinaisons intéressantes. Mais on est dans une forme de recherche de la performance technique dans le vivant pour l'appliquer. Alors, ça donne lieu à des innovations souvent disruptives, bénéfiques pour la transition environnementale, mais quelque part aujourd'hui, on sent que à quoi ça sert finalement d'aller augmenter, par exemple, un autre exemple que je peux vous citer, c'est, vous savez, le bout des ailes des Airbus, ce qu'on appelle les winglets, qui sont des ailes un peu recourbées. Voilà. C'est inspiré des voliges, des grands rapaces, donc le bout des ailes des rapaces. Pareil, ça permet de limiter les perturbations et donc d'augmenter la portance de l'avion et en même temps, du coup, de réduire sa consommation de kérosène de 2 à 3%. Mais en même temps, vous regardez les chiffres de cette année, record de vols de passagers, 5 milliards de passagers en 2024, l'IATA qui prévoit un doublement du trafic dans les 20 prochaines années. Donc, finalement, si on en reste juste à cette logique de bio-inspiration pour la performance technique, sans remettre en cause le système sous-jacent et sans s'inspirer peut-être, par exemple, de l'agroécologie, c'est-à-dire plutôt de l'aspect écosystémique, de la symbiose, des coopérations, du mutualisme, de l'évolution, on en reste finalement presque à venir renforcer les technologies en place sans forcément aller puiser dans, je pense, le vrai gisement, en tout cas de résilience et de durabilité qu'il y a dans le vivant. Mais ça, je pense que tu es mieux placé que nous pour parler. Tu parlais d'agroécologie. Puis il y a aussi une autre dimension, c'est que quand on observe bien le vivant, beaucoup d'organismes doivent leurs propriétés non pas à eux-mêmes, mais à des organismes auxquels ils s'associent. Et ça, c'est une chose très importante. Bon, moi, par exemple, dans ma recherche, je travaille sur des champignons du sol qui aident les plantes à exploiter les ressources du sol en échange d'un peu de sucre. Tant et si bien qu'en fait, la plupart des plantes, dans des niveaux de fertilité ordinaires, s'il n'y a pas ces champignons-là, elles ne se développent pas. C'est vraiment des auxiliaires de la nutrition et de l'exploitation des ressources minérales dans le sol qui sont tout à fait vitaux et qui d'ailleurs en réalité ont permis à des algues de devenir terrestres. Les toutes premières plantes terrestres n'avaient même pas de racines, elles avaient déjà des champignons. Elles ont eu ensuite des racines qui sont des sortes de quais d'accueil et de déchargement des ressources du champignon, mais la racine n'a jamais été historiquement la façon de se nourrir. Secondairement, il y a quelques plantes dans des milieux assez riches qui finissent par se nourrir avec juste leurs racines et sans avoir besoin de champignons. Mais ça, c'est secondaire. La réalité, c'est qu'en fait, si certaines algues ont pu devenir terrestres et donner les plantes terrestres, c'est en récupérant un champignon qui était capable d'aller exploiter les ressources minérales dans le sol. Et ça arrive très très souvent. Quand on regarde l'évolution de la capacité à exploiter l'azote de l'atmosphère pour en faire des protéines, une chose qu'on ne sait pas faire et qui serait pourtant vachement facile, parce que dans l'air, il y a 80% d'azote, mais cet azote, on ne sait pas nous le transformer en ammonium et de là, de le transformer en acide aminé et de là en protéines. Donc on est obligé de manger des protéines ou des acides aminés dans notre alimentation. Bon. Chez les bactéries, la capacité à transformer l'azote atmosphérique en protéines a émergé plusieurs fois. Chez les plantes et chez les animaux, ça n'a jamais émergé. Enfin, les mécanismes enzymatiques qui permettent de faire ça ne sont jamais apparus. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de microbes qui font ça, il y a tellement de bactéries qui font ça, qu'il suffit d'en avoir à la maison. Et c'est ainsi que les plantes qu'on appelle les légumineuses et qui sont très très riches en protéines hébergent juste sur leurs racines et nourrissent des bactéries capables de faire ça. C'est ainsi que les termites qui mangent du bois et des choses comme ça où il n'y a pas beaucoup d'azote hébergent dans leur tube digestif des bactéries capables de faire ça. Et le bilan, c'est que une des leçons dont il faut se souvenir dans l'évolution, c'est que une des façons de s'adapter, c'est pas de s'adapter en mutant ou en inventant par soi-même des nouvelles fonctions, c'est de s'adapter en recrutant des organismes qui les ont déjà et en établissant un partenariat avec eux. Ça, c'est une leçon que dans nos sociétés qui recherchent l'autonomie, l'autarcie, l'autosuffisance de façon fébrile et maladive, nos sociétés et nos cultures sont très très mal préparées à cette idée. Alors que j'aurais pu vous dire qu'une des définitions du vivant, mais on n'a peut-être pas le temps de faire trop de philosophie, une autre façon de définir le vivant, c'est l'absence d'autonomie en fait. Imaginez-vous seul.
Il y en a un qui a essayé d'être seul sur Mars. Et en fait, on voit très bien que ça a raté dans le film. Il y a des pommes de terre. Et pour que les pommes de terre poussent, il a fallu qu'il ouvre les fesses, les crottes de ses compagnons de voyage qui étaient en sachet pour les mélanger au sol de façon à amener de la matière organique et des bactéries au sol. Même ses patates n'étaient pas seules. Elles étaient avec les bactéries qu'il a incorporées au sol martien. Il n'y a jamais d'autonomie dans le vivant. Il serait peut-être temps de s'en souvenir, de façon à construire bien ce sur quoi on s'appuie dans le vivant. Et alors c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à s'inspirer de ce mutualisme, de ces symbioses, de ces coopérations, tout de suite on change de paradigme en fait, parce que on passe presque d'un biomimétisme à un écomimétisme. On s'inspire plus uniquement de la performance technique géniale de tel organisme parce que dans son squelette il a exactement telle caractéristique, mais plutôt dans la richesse, la diversité, la complexité aussi parfois des relations entre les organismes vivants. Et c'est là où le travail que tu fais. Enfin, moi j'ai lu tes bouquins. C'est juste, il faut les lire. C'est bluffant quoi. C'est lui qui le dit. Oui, franchement c'est enthousiasmant en fait. C'est véritablement enthousiasmant. Et c'est vrai que ça. On a envie, du coup, à partir de là, et nous, c'est une autre voie qu'on travaille à Sebios. Je vous cache pas qu'on travaille aussi celle des winglets, etc., pour nos clients industriels. Et c'est la part du colibri, 2 à 3% de kérosène en moins. Bon, même si le volet passager explose, c'est toujours ça d'économiser. Donc voilà, on fait notre part de colibri à ce niveau-là. Mais on travaille aussi sur la partie habitat, territoire, dans des logiques plutôt de territoires bio-inspirés, donc de transformer les territoires dans une logique d'imiter effectivement les symbioses mutuellement bénéfiques et les systèmes de coopération, notamment au travers d'un collectif qui s'appelle le Territory Lab, qui est coporté par le Sebios et l'Institut des Futurs Souhaitables, qui a été financé l'année dernière par la Banque des Territoires, où on essaye de travailler à la fois la dimension culturelle dont tu parlais, donc faire évoluer positivement la culture, en parallèle, effectivement, de faire évoluer les différentes techniques d'aménagement sur les territoires. Alors là, on est sur des choses de longue haleine, et effectivement, ça nous secoue un peu, nous, spécialement occidentaux, parce que on en revient un petit peu à notre échange du début. Faut bien voir que depuis le paléolithique, depuis que l'homme a domestiqué les végétaux et les animaux, s'est sédentarisé, on a commencé à prendre le contrôle du vivant. Il y a eu en plus derrière toute notre culture judéo-chrétienne qui s'est installée en nous, où l'homme finalement dominera les espèces. Et puis il y a eu un petit peu le coup de grâce Galilée, Descartes, avec une forme de réductionnisme qui nous a permis finalement de mécaniser, de mathématiser et mécaniser le monde. Alors il ne faut pas cracher dessus, parce que une grande partie de nos sciences et techniques ont dérivé de ces démarches-là, mais en même temps, elles nous ont extrait d'une certaine manière culturellement de la nature, et d'une certaine manière nous ont permis de l'exploiter sans limite physique ni éthique, chose que d'autres peuples premiers n'ont pas faite. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une intervention ce soir vers 20h sur les peuples premiers qui devrait être intéressante à ce sujet-là. Donc si on veut effectivement s'aventurer vers cette forme peut-être plus évoluée encore de biomimétisme ou écomimétisme, ça lance tout de suite le débat de notre place culturelle au sein du vivant, et donc qui est une question philosophique et éthique en fait. Et c'est non seulement copier des mécanismes du vivant, mais c'est aussi s'appuyer sur le vivant. D'ailleurs, par parenthèse, au début, quand on avait du lait et qu'on ne le digérait pas, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a mis dans les mains de microbes, ça a fait des fromages ou des yaourts, qui ont géré la toxicité du lactose pour ceux qui étaient incapables de le digérer. Et vous savez, c'est encore ce qu'on fait quand on fait le rouissage du manioc. On laisse des microbes détruire les composés cyanogénétiques, producteurs de cyanure du manioc. C'est ce qu'on fait aussi quand on fait des olives à la grecque, qui est la vieille façon historique de faire des olives, où vous rendez l'olive complètement incomestible à cause d'un tanin absolument brûlant et détestable, l'européine.
eh bien, vous laissez ça tremper dans une sauce où il y a plein de bactéries et de levures, et ça vous donne l'olive grecque fripée, qui est une olive où l'européine a été détruite par des microbes. Donc, culturellement, avant même de connaître les microbes, nous étions capables de nous appuyer sur le vivant, de recruter le vivant, pas simplement finalement de le copier consciemment, mais aujourd'hui on peut bien sûr le copier consciemment, mais on pourrait aussi le recruter consciemment, et c'est par exemple faire des haies entre les champs ou éventuellement bien entretenir le microbiote qui nous habite et qui nous aide à fonctionner bien, ce qui est encore une autre histoire où là on est en train un petit peu de divorcer de ces microbes favorables, et ça nous pousse vers les maladies de la modernité, les maladies du métabolisme, les maladies du système nerveux, les maladies du système immunitaire, maladies de Crohn, burn-out aigu, Parkinson, Alzheimer, diabète, obésité. Ces maladies-là ont des causes complexes, mais une des causes, c'est qu'on n'a plus assez de microbes par rapport à la diversité qui nous habitait historiquement pour être de bons cofacteurs d'un bon fonctionnement des fonctions métaboliques, des fonctions du système immunitaire ou des fonctions neurologiques. C'est important parce que, en fait, à avoir négligé qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour nous dans le vivant, on finit par manquer même des choses qui étaient embarquées en nous biologiquement et qui nous permettaient de fonctionner bien. Et donc, le vivant nous montre la voie depuis longtemps et il est temps d'y croire comme à une solution. Ce qui n'implique pas nécessairement d'être anti-chimie, anti-technologie, mais de faire un marché plus complexe et plus ouvert, qui croit moins naïvement dans la chimie et la technologie, et qui est une approche moins négative ou moins indifférente au vivant. Alors ça demande pas mal de changements, je pense, de mentalité. Je ne sais pas ce que tu as envie d'en dire. Oui, et puis ça laisse apparaître finalement une potentielle vraie bioéconomie circulaire. Hein. On entend et on a entendu dans cette journée beaucoup d'initiatives autour de la perma-entreprise, la perma-économie, l'entreprise régénérative, l'entreprise symbiotique, l'entreprise contributive. Il y a un fil directeur derrière toutes ces approches. C'est arrêter de ne travailler que pour soi. Comme tu disais, on n'est pas seul, on ne peut pas survivre seul. L'entreprise, c'est pareil, l'organisation, c'est pareil, la collectivité, c'est pareil. Et donc, commencer à penser l'entreprise en réseau, en symbiose, en mutualisme, en coopération. Regardez l'approche aujourd'hui prônée par exemple par Regenesis, en Regenerative Design and Development, où on pense en fait une communauté comme inscrite en poupée russe dans différents systèmes complexes. Et où en fait, finalement, la raison d'être de l'entreprise, elle se définit par ce qu'elle est au service d'un système plus grand qu'elle, et pas parce qu'elle veut capter tous les bénéfices de ce système. C'est une inversion complète de paradigme, et là aussi, dans l'économie, la bio-inspiration peut nous apporter cette nouvelle approche. C'est-à-dire aller chercher dans l'absence d'autonomie aussi une façon de s'aider à réaliser ses fonctions. Parce que c'est ça que fait le vivant. Quand on dit que des fois des recrutements d'autres organismes pour faire certaines fonctions, bah oui, on n'est pas autonome, mais on s'en sert comme d'une ressource. Et ça, c'est une disposition d'esprit que nous n'avons pas forcément. Notre disposition d'esprit, c'est plutôt de se dire comment je vais être autonome, sachant qu'on le pense solitairement. Alors que la question, c'est surtout de savoir comment je vais être robuste. Oui, alors ça amène sur le sujet effectivement de la robustesse. Je pense qu'on a tous entendu parler ici dans ce cadre d'Olivier Amand. Il est clair que ce que nous apporte Olivier Amand dans son analyse du vivant est extrêmement intéressante et presque un peu dérangeante pour des gens dont la culture est d'être allés au maximum de la performance, du flux tendu, de l'uniformisation, de l'économie prédictive. Là, on change complètement de registre et on le voit aujourd'hui. Enfin, on est dans un environnement que les militaires appellent VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Dans ce cas de cet environnement, rien n'est prévisible. Et donc, il faut beaucoup plus travailler la résilience et la robustesse. Et là, Olivier Amand nous apprend que dans le vivant, il y a beaucoup de redondance, de lenteur, de sous-optimalité, etc. Des choses qui, pour nous, c'est du gras, quoi. C'est vraiment, voilà, il faut s'en débarrasser. On est dans le lean.
voilà, lean startup, lean entreprise, lean business, etc. C'est tout le contraire en fait. Et comme il a dit lui-même, c'est la valeur assurantielle du vivant. Voilà, contre l'effondrement, contre le... Donc il faut aller chercher aussi dans la bio-inspiration et dans s'inspirer du vivant, dans ces nouvelles voies, aussi ce type d'enseignement. Je crois qu'on arrive gentiment un peu à l'issue. Je vois qu'il reste presque 5 minutes. Peut-être dire qu'une autre génération devra être formée autrement. De toute façon, quand on voit l'envergure des catastrophes environnementales et sanitaires qu'on a générées, on parle d'obésité, on parle de diabète, on parle de maladies émergentes, on parle de la qualité de l'eau potable, puisqu'il n'y a plus d'eau potable en France, je suis désolé de vous le dire. On voit que le prix de dépollution des PFAS, donc des polluants éternels, c'est 100 milliards d'euros par an en Europe pendant un nombre indéterminé d'années. Qui va payer là ? Quand on voit la catastrophe, on se dit que de toute façon, on ne peut pas continuer à former les gens comme on les a formés. Sinon, même cause, mêmes effets. Et moi, je préside la fédération Biogé, qui regroupe le muséum, des académies comme celle des sciences ou de l'agriculture, ou des sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens, les journalistes de l'environnement, la société du droit pour l'environnement, qui est une société très honorable de juristes. Et nous militons pour qu'on enseigne plus à la jeunesse les objets du vivant. Ça veut dire plus de SVT, pas juste 1 heure décorative par semaine, parce que le fondamental, c'est pas lire, écrire et compter. C'est ça aussi, bien sûr, mais c'est pas ça. Le premier, c'est qu'on est vivant. Il faut savoir se nourrir, il faut savoir avoir une sexualité correcte, une façon de consommer correcte. Même pour soi. Vous y êtes ? Même d'un point de vue égoïste. Et donc, l'idée, c'est d'enseigner plus les objets du vivant et de l'environnement, mais aussi de l'enseigner avec plus d'interdisciplinarité, parce qu'en fait, si on a compris que l'homme est dans la nature, toutes les activités de l'homme ne se comprennent que dans la nature. L'économie, c'est une forme de biologie. La sociologie, c'est une forme de biologie. Ça ne veut pas dire que seuls les biologistes peuvent en parler, mais ça veut dire qu'il y a des compléments à trouver, des ponts à faire, et qu'il serait vraiment temps que les programmes aient un certain nombre entre disciplines d'objets en commun chaque année. Biogé, B-I-O-G-E, c'est l'espoir, pour l'instant totalement vain, totalement non réalisé, totalement non matérialisé, que nos enfants seront formés différemment et que quelque part nous prendrons en main l'évolution culturelle comme quelque chose que nous pilotons, parce qu'après tout l'enseignement c'est fait pour ça, et non pas comme quelque chose que nous subissons, ce qui s'appelle une crise environnementale ou une crise sanitaire. Bon courage, parce que pour l'instant, il n'y a pas un éducateur qui est encore capable d'entendre ça, et il n'y a toujours pas d'ambition sur les objets du vivant au primaire. Il y en a 1 heure dans le secondaire jusqu'en seconde, et ensuite ça devient facultatif. Et les choix d'options imposés à nos enfants en terminale font que si vous voulez faire médecine, ou si vous voulez faire ingénieur agronome, vu que la sélection va se faire sur les maths et la physique, j'en sais je sais putain pas pourquoi. C'est culturel, mais comme on pilote pas le culturel, on le prend dans le cul. Comme ils vont être sélectionnés sur les maths et la physique, qu'est-ce qu'ils font, nos futurs médecins et nos futurs agronomes, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils prennent comme 2 options en terminale? Voilà. On n'en fait pas de meilleurs biologistes, alors même qu'eux vont être des spécialistes de la gestion du vivant. C'est alarmant. Nous avançons vers l'enfer, dont les portes sont ouvertes, on en sent déjà le souffle chaud, en apprenant à chanter en chœur et à compter. Je crois qu'il est temps, effectivement, de passer une nouvelle alliance avec le vivant, ce que déjà Michel Serres appelait un contrat naturel, qu'il appelait de ses voeux. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui, et qu'il y a finalement une forme d'humilité, de curiosité d'enfant, de juste place de l'homme à retrouver dans le vivant. Il y a un changement de paradigme presque philosophique, on l'a vu. Je vous invite à lire alors c'est en anglais pour l'instant, mais le livre de Henry Dix qui s'appelle Biomimicry Revolution. Et puis il y a, je pense, un mouvement véritablement lancé autour de cette nouvelle alliance avec le vivant, à toutes ses échelles. On a quelques secondes encore, peut-être le temps pour quelques questions. Normalement, c'est prévu.
Merci donc, pour votre présentation. Moi, je me faisais une réflexion parce que j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence avec des roboticiens sur l'agroécologie avec des robots qui étaient des robots de 3 mètres. Donc voilà, c'est l'agroécologie en France pour certains, c'est les robots. Et après, la question, c'était que pensez-vous de l'école de la forêt qui existe à 33% en Allemagne? Oui, 33% en Allemagne. C'est-à-dire, c'est des écoles qu'on fait en forêt, c'est ça? Oui, tout à fait. Écoutez, de toute façon, sortir de l'école, c'est quelque chose qu'on fait pas assez en France et beaucoup d'autres endroits dans le monde. Hein. Un des endroits où on peut sortir, c'est dans l'entreprise, d'ailleurs. Aussi. Et c'est vrai que le réel, il est dehors. Et c'est assez bizarre de parler du réel alors qu'il existe dehors en le convoquant par petits morceaux dans des diapositives ou dans des petits échantillons dans une cuvette à dissection, par exemple. Et c'est tout à fait vrai. Alors, je ne sais pas ce qu'est exactement l'école de la forêt, mais il faut qu'on réinvente effectivement une capacité à sortir des écoles. Mais ça coûte de l'argent, si l'on veut. Ouais. Mais l'idée, c'est une école buissonnière quand même un peu structurée pédagogiquement. Mais ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, le problème, c'est que sortir, prendre un bus pour aller quelque part et tout, c'est pas si aisé que ça. Cela dit, on peut commencer à faire des choses dans la cour de l'école. Ouais. Et ça soulève aussi, au-delà de la connaissance du vivant, par la découverte concrète en milieu, ça soulève aussi le sujet du lien émotionnel. Beaucoup d'entre nous, et j'en ai discuté encore aujourd'hui avec plusieurs personnes qui sont engagées, leur engagement quelque part, c'est de résoudre la dissonance. Il y avait un atelier sur dissonance et résonance, c'est de résoudre la dissonance aussi basée sur leur expérience d'enfant, presque animale, de la nature. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu ce lien émotionnel avec le vivant, finalement, à un moment, les replace dans le droit chemin, finalement. Les replace à leur juste place. Et ça, je pense que voilà, il y a comprendre la magie du vivant, mais il y a aussi ressentir vraiment. Parce que on parle de biophilie, on parle de choses comme ça. C'est documenté scientifiquement aujourd'hui. C'est un lien physiologique, émotionnel, presque animal, direct, en fait. En tout cas sensoriel. Et c'est un des moments où on voit la nécessité d'interdisciplinarité. C'est que clairement, au primaire, les disciplines artistiques ont un rôle essentiel dans la prise en compte de l'existence du vivant. Après viendront les questions. Oui, donc Laurent Château, je suis auteur-chercheur, je travaille effectivement sur les notions de vivant, un peu comme vous, c'est passionnant ce que vous avez raconté, merci pour tout ça. J'avais une question pour savoir comment on allait faire passer finalement le système industriel finalement à tout ce qu'on est en train d'évoquer. Mais vous y avez évidemment partiellement répondu par rapport à l'éducation et que ce sera quand même dans tous les cas compliqué. C'est un peu ce que j'ai retenu en tout cas de votre intervention. C'était une question que j'avais là-dessus. Deuxième question peut-être, c'était par rapport aux OGM. Parce qu'effectivement, parfois c'est le grand méchant, parfois effectivement peut-être qu'il y a des OGM qui permettraient de capter moins d'eau. Enfin voilà, on entend aussi le côté positif aussi des OGM avec le génie humain, peut-être pour le coup qui pourrait s'exprimer là-dessus. Quel est votre avis par rapport à ce sujet de recherche, cet objet de recherche qui comprend sans doute, comme d'habitude, le meilleur et peut-être le pire? Sur les OGM, en fait, qui dans la salle veut laisser mourir les diabétiques? Personne? Bon. D'où vient l'insuline? Elle est fabriquée par des bactéries OGM, auxquelles on a donné le gène nécessaire à faire l'insuline, qui est un petit bout de protéine un peu modifié, et ça sauve des diabétiques. Bon, on ne peut pas être contre. Mais là, on est dans les OGM confinés. Une variante des OGM confinés, qui demande quand même des études, c'est la thérapie génique. C'est-à-dire que quelqu'un a un problème avec un gène qui fonctionne pas, enfin, il a 2 copies non fonctionnelles d'un gène. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on a la mucoviscidose. Eh bien, on peut très bien transformer ces cellules de façon à ce que certaines cellules récupèrent les fonctions et on peut faire survivre les gens bien mieux, voire même leur permettre de mener une vie normale. Il faut faire attention parce que récemment, il y a un traitement avec les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas. Il y a un traitement d'hypercholestérolémie familiale qui a été arrêté un petit peu rapidement parce que 10 patients s'étaient engagés dans ce traitement. Alors, ça a réduit leur cholestérolémie d'un facteur 2, ce que jamais aucun traitement ne leur avait permis de faire puisque, en fait, ils en surfabriquaient. Mais il y a eu 2 morts. Alors, on est encore en train d'essayer de regarder de quoi ils sont morts, mais l'essai est arrêté.
Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, CRISPR-Cas, cet outil dit chirurgical, il a un petit défaut, c'est qu'il corrige chirurgicalement l'endroit prévu, mais il fait plein de cassures dans l'ADN partout, pour lequel il n'a aucun programme et pour lequel il ne fait rien, notamment il ne les recolle pas. Donc ça, c'est hyper dangereux. Hein. Et ça veut dire que c'est très compliqué de modifier un génome. Et donc, quand on a compris que c'est difficile de modifier un génome, mais je dis pas que la thérapie génique, c'est pas une bonne idée. Hein. Il faut juste faire attention à comment on l'a fait et balancer risques et bénéfices, puisque de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, des OGM en liberté, c'est des gènes qui vont passer dans le compartiment naturel, inévitablement, ne fût-ce que vers des microbes. Et là, c'est prendre des risques dont on ne sait pas vraiment les estimer. Introduire un nouveau gène, c'est comme une mutation. Des fois, ça fait rien. Des fois, ça peut faire des désastres. Et ce que j'observe, c'est que la façon dont on a utilisé les OGM aujourd'hui, c'est typiquement la façon dont il ne faut pas l'utiliser. On a fait des semences résistantes au Roundup. Le bilan, c'est que là, on les a utilisées, on a mis tellement de Roundup qu'aujourd'hui, le Roundup ne marche plus. Aux États-Unis, les endroits où on a utilisé les semences Roundup prédit, on vous le dit pas, mais le Roundup, il y a plus d'une trentaine d'espèces qui, en une cinquantaine d'années, sont devenues résistantes au Roundup, donc on ne l'utilise plus. Mais même à petite dose, ça ne sert plus à rien. Alors, si c'est pour faire ça, franchement, c'est n'importe quoi. En plus, modifier un gène, c'est un peu naïf. Parce que quand vous avez une bestiole qui travaille dans la nature, vous avez l'adaptation à un stress comme le stress hydrique, c'est hyper complexe. Ça demande de modifier plein de traits. Mais plus encore, quand bien même vous modifieriez tous les traits importants, il faut que les autres gènes du génome soient sous des formes qui sont bien coopérantes, optimales pour faire s'exprimer avec un coût minimum les formes des gènes d'intérêt. Et ça, on le résout très bien quand on fait une sélection. Quand on fait une modification génétique, on n'arrive que très grossièrement à un résultat aussi performant. Et donc, actuellement, il y a des gens qui produisent des vignes avec un gène de résistance, ce qui est facile à contourner par les pathogènes, au alloïdium ou au mildiou par transgénèse. Avec 10 ans de croisement, l'INRAE a produit des cépages qui ont au moins 2 gènes de résistance à l'oïdium et 2 gènes de résistance au mildiou, je vous en parlais tout à l'heure, et qui marchent très bien et qui sont des résistances en plus incontournables parce qu'elles sont trop nombreuses pour qu'un mutant arrive à les contourner tout à la fois. Donc je résume, on a d'autres façons de faire que les OGM, et aujourd'hui le seul intérêt des OGM, c'est de rendre propriétaire celui qui l'a fait de la semence. Mais il n'y a pas, c'est faux, je m'inscris en faux contre ça, il n'y a pas de plus technique par rapport à de la sélection. On gagne peut-être 1 an ou 2, mais on fait des trucs dont on ne sait pas leurs conséquences et dont on ne sait pas les accidents qu'ils portent. Par contre, en confiné, on y va. Je vous remercie beaucoup. Je suis obligée de passer la main à vos collègues qui sont juste après vous.